Alors donc, dans cette vidéo, nous allons effectuer des exercices d'entraînement qui ont pour vocation de vous donner un petit peu plus confiance pour les documents sous forme de tableaux et de graphiques que vous allez rencontrer le jour du bac. Alors, dès l'instant où vous verrez un document apparaître à l'écran, vous allez mettre sur pause, prenez un stylo à papier, et vous répondez aux questions suivantes. Quelle est la nature et la source du doc? De quoi le document parle-t-il? Quel outil maths utilisé? L'unité utilisée? Et vous faites également des phrases avec les données entourées. Après, vous appuyez sur Play et vous écoutez la correction. Alors, premier document. Donc, nous sommes en présence d'un tableau à double entrée. Donc, les données proviennent d'Eurostat et de la BCE. Elles concernent différents pays de la zone euro, hein, Allemagne, Espagne, France, etc. Pour l'année 2010. Donc, on va avoir trois variables, dette publique en pourcentage du PIB, déficit budgétaire en pourcentage du PIB, et taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'État, également exprimé en pourcentage. Bon, en gros, ce document nous parle de l'état des finances publiques, hein, tout simplement dans les différents pays de la zone euro, savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Si les comptes publics sont effectivement plutôt bien, sereins, plutôt maîtrisés, on va dire, ou si inversement, il y a un petit problème de dette souveraine. Alors, au niveau de la dette publique en pourcentage du PIB, du déficit budgétaire en pourcentage du PIB, on voit dans les deux cas que c'est exprimé en pourcentage du PIB. Donc en fait, on a utilisé la formule dette publique divisée par PIB fois 100. Et à côté, déficit budgétaire divisé par PIB fois 100. Bah, en fait, on a utilisé la formule d'une proportion, tout simplement. Ici, c'est une proportion un peu particulière parce que c'est plus une comparaison pour mesurer le poids de la dette publique dans le PIB et le poids du déficit budgétaire dans le PIB, mais c'est le même principe. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on va formuler nos phrases, on va utiliser le verbe représenter, tout simplement. Donc par exemple, pour 83,2, en 2010, en Allemagne, la dette publique représentait 83,2% du PIB. En Grèce, en 2010, la dette publique représentait 142,8% du PIB. Alors, faut pas que ça vous traumatise. Si on a une donnée qui est supérieure à 100%, parce que c'est vrai qu'on parle des proportions en cours, on dit que normalement, enfin, on évite de dépasser les 100%. Bon, là, c'est une proportion particulière, hein, c'est plus un benchmark, en fait, une comparaison. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'en fait, quand on fait dette publique divisée par PIB fois 100, on obtient 142,8. Donc en fait, le numérateur est supérieur au dénominateur. En fait, ça veut juste nous dire que la dette publique est plus élevée que le PIB. La dette publique est supérieure de 42,8% au PIB, tout simplement. C'est juste l'apocalypse, quoi, pour la Grèce. Si je fais une phrase avec 4,6, en Italie, en 2010, le déficit budgétaire représentait 4,6% du PIB. Vous voyez qu'en Irlande, il représentait 32,4% du PIB. C'est juste horrible. Bon, la dernière donnée, 2,9, bon là, il n'y a pas vraiment d'outil mathématique spécifique, hein. Il suffit de lire l'intitulé de la colonne et puis on fait une phrase fluide, hein. En Allemagne, en 2010, les taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'État s'élevaient à 2,9%. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Ce document, il est vraiment là pour mettre en évidence le fait que dans certains pays, les comptes publics sont dans des situations plus saines ou moins mauvaises, ça dépend de quel point de vue on se place, que dans d'autres. On voit que la situation allemande, par exemple, est aux antipodes de la situation grecque. De toute façon, un pays qui est très endetté, mécaniquement, devra s'endetter au niveau des emprunts d'État, hein, ça va de soi, à des taux plus élevés, hein, parce qu'il y a plus de risques. Alors, document suivant. Donc là, nous sommes en présence d'un tableau à double entrée qui est tiré qui est tiré d'une revue de l'OFCE, et plus précisément d'un article La productivité en France, Japon, États-Unis, Royaume-Uni au cours du XXe siècle. Donc là, dans ce tableau, effectivement, on va nous parler du PIB et de la productivité horaire du travail. Alors juste pour la France. Juste pour la France, la période de 1890 à 2006, et sachant qu'en fait c'est décomposé en petites périodes, on a 5 périodes au total. Alors au niveau de l'outil mathématique utilisé, voyons ce qui pourrait nous aider à le trouver. Donc taux de croissance annuel moyen, bon le titre là il est un peu facile sur ce coup. En plus c'est pourcentage, en plus c'est découpé en périodes. Bon bah là il n'y a pas à réfléchir, hein. On est en présence d'ANCAM, hein, taux de croissance annuel moyen, les données sont exprimées en pourcentage, donc on utilise les mêmes phrases que pour le taux de variation, simplement on rajoute l'expression en moyenne par an, tout simplement. Après au niveau de l'interprétation, bon par contre il faut faire attention parce que c'est un petit peu plus subtil. Si je prends le 1,9, bah, par exemple en France, entre 1890 et 1913, le PIB a augmenté en moyenne par an de 1,9%.
J'ai bien utilisé le verbe augmenter parce que ici on a 1,9 et que 1,9 c'est positif. Donc ça veut dire que le PIB a augmenté. Si je prends 1980-2006, pareil, j'ai 2,1, donc c'est positif, donc c'est une augmentation. Ici c'est un TCAM, donc c'est une augmentation annuelle moyenne. Donc on fait la phrase entre 1980 et 2006. En France, le PIB a augmenté en moyenne par an de 2,1%. On procède de même pour la productivité horaire du travail. Entre 1950 et 1973, en France, la productivité horaire du travail a augmenté en moyenne par an de 5,2%. Alors après, je disais qu'il fallait faire attention au problème d'interprétation. Si on prend l'exemple du PIB en France et qu'on compare les périodes 50, 73, 73, 80 et 80, 2006, on voit en fait que les données sont décroissantes, elles diminuent. On passe de 5,3 à 2,9 à 2,1. Alors attention à l'interprétation, ça ne veut pas dire que le PIB a diminué sur ces trois périodes, pas du tout. C'est pas le PIB qui diminue, c'est son taux de variation qui diminue. La preuve, si vous deviez faire trois phrases, ce serait en France, entre 50 et 73, le PIB a augmenté en moyenne par an de 5,3%. Entre 73 et 80, le PIB a augmenté en moyenne par an de 2,9%. Entre 80 et 2006, le PIB a augmenté en moyenne par an de 2,1%. Vous voyez bien, dans les trois phrases, on a utilisé le même verbe, le verbe augmenter. Donc en fait, le PIB, il augmente, simplement il augmente de moins en moins rapidement. C'est pareil pour la productivité horaire du travail sur la même période, 50-2006. On voit que la productivité horaire du travail augmente continuellement, à chaque fois, il y a des gains de productivité. Mais par contre, effectivement, on a un ralentissement des gains de productivité dans le cas présent. On dit la productivité horaire du travail augmente de moins en moins rapidement. Bon, accessoirement, on voit la période des 30 glorieuses, avec des gains de productivité énormes, les conséquences positives en matière évidemment de progression du PIB, puis après on voit le ralentissement des gains de productivité et l'impact négatif sur la variation du PIB. Mais bon, ça c'est du domaine de l'interprétation. Document suivant. Alors, ici donc nous sommes en présence d'un tableau basique. Les données proviennent de l'OCDE. Il nous parle de la productivité horaire. Alors l'outil mathématique utilisé, ça c'est intéressant. Alors il y a écrit base 100 égale États-Unis. Dans le tableau, on voit écrit États-Unis avec 100, et c'est tout. En gros, base 100, de toute façon, il ne faut pas réfléchir, ça veut dire qu'on est en présence d'indices dans le cas présent. Alors c'est vrai que ce sont des indices un petit peu inhabituels, puisque classiquement, les indices, c'est base 100 telle année, en fait, base 100 en 2000, base 100 en 2005. Là, on a base 100 un pays. Donc c'est vrai que ici, on est en présence d'indices de comparaison, donc il faudra faire un petit peu attention à la formulation des phrases, qui va différer des formulations traditionnelles. Ça veut dire qu'on a pris en fait la productivité horaire, donc ici le PIB par heure travaillée aux États-Unis, et on s'en sert de benchmark en quelque sorte, de comparatif, de base, de référence si vous préférez. Et on va comparer donc le PIB par heure travaillée aux États-Unis avec le PIB par heure travaillée dans les autres pays. Alors quand on a ce type d'indice, c'est tout bête en fait. Dès l'instant où vous avez un indice qui est supérieur à 100, ça veut dire simplement que la variable est plus élevée. Si on a un indice inférieur à 100, c'est que la variable est moins élevée. Je prends un exemple qui n'est pas dans le tableau exprès. Si on avait l'indice 110, ça voudrait juste dire que dans le pays où il y a l'indice 110, la productivité horaire est supérieure de 10% à la productivité horaire des États-Unis. Si j'avais l'indice 80, ça voudrait dire que dans le pays où j'ai l'indice 80, la productivité horaire serait inférieure de 20% à la productivité horaire aux États-Unis. Donc au-dessus de 100, c'est que c'est supérieur, en dessous de 100, c'est que c'est inférieur, et pour pouvoir mesurer, quantifier, vous prenez l'indice et vous enlevez 100, et puis c'est tout, faites la phrase avec. C'est tout bête. Regardons la Suisse par exemple, on a un indice de 85, donc on voit déjà que la productivité horaire en Suisse est inférieure à la productivité horaire aux États-Unis, puisque 85 c'est inférieur à 100. 85 moins 100, ça fait moins 15, donc c'est une baisse c'est inférieur de 15%. Donc tout simplement, en 2013, en Suisse, la productivité horaire était inférieure de 15% à la productivité horaire aux États-Unis. Tout simplement. En France, c'est pareil. En France, en 2013, la productivité horaire était inférieure de 8% à celle des États-Unis. Et par contre, en Norvège, là c'est bien, c'est bien pour la Norvège, puisque en 2013, en Norvège, la productivité horaire, ou le PIB par heure travaillée, si on veut utiliser la petite légende, le PIB par heure travaillée était supérieur de 30,4% au PIB par heure travaillée aux États-Unis, tout simplement. Donc on voit qu'en clair, il n'y a qu'en Norvège
que la situation est plutôt bonne dans la mesure où ils ont une bonne productivité horaire, hein, comparativement aux États-Unis. Inversement, dans tous les autres pays, la productivité horaire est moindre qu'aux États-Unis. La France s'en sortant quand même pas trop mal, la Suisse correcte, et quand on arrive à la Russie et au Mexique, bon bah là c'est beaucoup moins drôle pour eux. Alors document suivant. Donc là, nous sommes en présence d'un tableau. Il provient du ministère de la Culture et de la Communication. Évolution de la fréquentation des musées en France en pourcentage. Ok, donc dans ce tableau, bah, on va nous dire en fait, en gros, bah, qui va au musée, tout simplement, hein, en fonction du sexe, homme-femme, en fonction de la tranche d'âge, 15-24, 25-39, etc. Et en fonction, bah, c'est pas vraiment de la PCS, c'est quasiment la PCS en fait, hein, en fonction de catégories sociales ici. Dans le cas présent, ce sont des catégories sociales. Ça se recoupe pas parfaitement avec les PCS. Donc, alors l'outil mathématique utilisé, évolution, pourcentage, sur 100 Français de 15 ans ou plus. Ça, c'était important. Ça, le champ est important sur 100 Français de 15 ans ou plus. Et on a fait l'enquête durant 5 années, 73, 80, 88, 97, 2008. Donc en fait, on a 100 Français, hommes par exemple, et parmi eux, bah, il y en aura 29 qui auront été au musée, on aura 100 Français de 15-24 ans, et en 73, il y en aura 36. En fait, on est en présence d'une proportion, tout simplement. Alors c'est vrai qu'il faut un peu plus le déduire, là, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui vous aident, hormis pourcentage entre parenthèses, et ensuite sur 100 Français. Ce sont vraiment les deux éléments qui vont vous aider. Il faut se méfier au mot évolution, qui pourrait faire penser à un taux de variation, là ça n'a strictement rien à voir, en fait. Donc si on doit faire des phrases, pour 73 par exemple, bah, sur 100 Français de 15, sur 100 hommes français de 15 ans ou plus, en France évidemment, donc il y en aura 29 qui ont été au musée au cours des 12 derniers mois, donc si on doit faire une jolie phrase, ça sera en France, en 1973, 29% des hommes âgés de 15 ans ou plus ont été au musée au cours des 12 derniers mois. Si on doit faire une jolie phrase avec 39, pareil, mais simplement c'est une tranche d'âge, hein. En France, en 81, 39% des individus de 15 à 24 ans ont été au musée au cours des 12 derniers mois. Après, pour la catégorie sociale, c'est pareil, hein. En 97, en France, 20% des agriculteurs de 15 ans et plus ont été au musée au cours des 12 derniers mois et 65% des cadres supérieurs et professions libérales de 15 ans ou plus ont été au musée au cours des 12 derniers mois. Bon, bah, l'objectif, c'est juste de montrer en clair que, bon, homme ou femme, il n'y a pas énormément d'écart en termes de fréquentation du musée, hein, donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est plus au niveau de la tranche d'âge où les jeunes y vont globalement davantage, puisqu'on remarque qu'en tendance, la fréquentation diminue avec l'âge. Bien évidemment, après, bon, bah, l'origine sociale a une influence, ça va de soi, hein. Si on est cadre sup, profession libérale, cadre moyen, bah, on ira bien plus souvent au musée que si on est un OQ, un ouvrier qualifié, ou un ONQ, un ouvrier non qualifié. Et fortiori, ça marche également pour les agriculteurs, ça va de soi. Dernier document, donc là nous sommes en présence d'un graphique publié par Eurostat qui met en évidence, alors ici c'est le PIB en volume dans l'UE et aux États-Unis. Entre 2003 et 2014, taux de croissance en pourcentage, ça veut dire qu'on est en présence de taux de variation. De toute façon, il suffit de regarder le petit 1, évolution du PIB par rapport à l'année précédente en pourcentage. Il faudrait être aveugle pour pas le voir, donc on est vraiment en présence de taux de variation dans le cas présent, hein. Donc il faut faire attention à la formulation des phrases. On utilise les phrases types, tout simplement. Autrement dit, si on commence par exemple par les États-Unis, 2,8 en 2003, bah, aux États-Unis, en 2003, le PIB en volume a augmenté de 2,8%. Il a augmenté parce que 2,8 c'est positif. Et en 2014, aux États-Unis, le PIB en volume a augmenté de 2,4%. On voit d'ailleurs qu'entre 2011 et 2014, le PIB en volume, en fait, il augmente de plus en plus rapidement. Bon, c'est vrai qu'il y a un léger ralentissement de la hausse entre 2012 et 2013, mais tendanciellement, on a une accélération de la hausse entre 2011 et 2012, petit ralentissement de la hausse entre 2012 et 2013, et encore accélération de la hausse entre 2013 et 2014, hein. Bon, la courbe des États-Unis du PIB américain est au-dessus du PIB de l'UE 28 entre 2003 et 2005. C'est juste qu'en fait, le PIB en volume américain a progressé plus rapidement que le PIB en volume de l'Union européenne, hein. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il est plus élevé, tout simplement, hein. Et moins 4,4, c'est juste que en 2009, dans l'Union européenne à 28, le PIB en volume a diminué de 4,4%.